Ok, alors aujourd'hui, on se plonge dans des documents qui nous ont été partagés et qui décrivent rien de moins qu'une triple révolution en Algérie. Oui, tout part d'un événement précis, la 33e foire de la production nationale, qui a eu lieu dans un tout nouveau palais des expositions à Alger. C'est ça. Et là, le président Abdelmadjid Tebboune a fait une série d'annonces, on peut le dire, assez spectaculaires. Qui ont surpris, oui. Elles semblent avoir pris beaucoup de monde par surprise. Notre mission, du coup, c'est de décortiquer ce récit, de voir ce qui se cache un peu derrière ces mots très très forts. Exactement. Et ce qui est tout de suite frappant quand on lit ce document, ce n'est pas seulement la liste des réalisations annoncées, c'est le ton. Ah oui? C'est un langage de puissance, de fierté. C'est presque un manifeste. Donc, on va s'intéresser autant au fond qu'à la forme. Parce qu'au-delà des faits, il y a une histoire qui est racontée sur la souveraineté, l'indépendance retrouvée, l'identité nationale. Et comprendre comment cette histoire est construite, c'est tout aussi important que de lister les projets industriels. Parfait. Alors commençons par le tout début, la mise en scène. Le coup d'envoi de cette foire qui est vraiment présenté comme le symbole d'une nouvelle ère. Oui. Il ne se fait pas n'importe où. L'inauguration a lieu dans un espace qui a été baptisé le Pavillon Palestine. Difficile de voir ça comme une simple coïncidence. C'est tout sauf une coïncidence. C'est un acte politique extrêmement délibéré. D'entrée de jeu, ce choix ancre tout le discours économique qui va suivre dans un cadre géopolitique et historique très précis. C'est une déclaration d'intention en fait. Mon analyse insiste beaucoup là-dessus. Ce geste aligne le projet de construction nationale algérienne avec son soutien historique aux causes justes. D'accord. En clair, le message c'est notre essor industriel, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de technologie, c'est un acte de souveraineté qui renforce notre rôle sur la scène internationale. Donc, avant même de parler d'usines ou de drones, on établit un cadre moral, une justification politique à tout ce qui va être annoncé. Précisément. C'est une manière de dire que cette puissance économique, elle a un but qui la dépasse. C'est ça. Le document suggère que l'Algérie se positionne en pilier d'équilibre régional. En faisant ce choix symbolique, elle déclare que sa montée en puissance ne signifie pas un repli sur soi, bien au contraire. Elle renforce ses engagements. Elle renforce ses engagements traditionnels. C'est une façon de lier le futur technologique à l'ADN politique du pays, de rassurer ses alliés et puis d'envoyer un message très clair à ses rivaux. La modernité ne se fera pas au détriment de l'histoire. Voilà, c'est l'idée. Et après ce lever de rideau très, très symbolique, on entre dans le vif du sujet. Et c'est là que, je dois l'avouer, le document devient vraiment surprenant. On entend souvent parler d'achat d'équipements militaires, mais beaucoup moins de conception locale. Or là, le clou du spectacle, c'est le dévoilement des tout premiers drones de conception 100% algérienne. C'est le point de bascule du récit. On passe du symbole au concret. De la parole aux actes. Du discours politique à la démonstration de force. Exactement. La source met vraiment en scène ce moment comme une révélation. Et il ne s'agit pas juste de drones. Non, il y a autre chose. Le texte énumère des blindés, des munitions, de l'armement de pointe, tout ça sorti des usines militaires du pays. Le mot-clé ici, c'est conception. Ce n'est plus de l'assemblage. Ce n'est plus de l'assemblage sous licence, c'est de la création, de A à Z. C'est un changement de paradigme au complet que la source décrit. Elle utilise une expression très très forte. Elle dit que l'Algérie ne se contente plus d'acheter sa sécurité, Mais qu'elle la forge. voilà. Le mot forger est lourd de sens. Il évoque l'effort, l'industrie lourde, la transformation de la matière brute en un outil de pouvoir, quoi. Absolument. Et ce choix de vocabulaire n'est pas anodin du tout. Il sert à illustrer une transition stratégique qui est fondamentale. Le passage de la dépendance à l'autonomie. C'est exactement ça. Le message sous-jacent que la source martèle, c'est que cette autonomie garantit une réponse létale à toute menace frontalière. C'est la définition même d'une force de dissuasion crédible, Oui, qui ne dépend plus des autres. qui n'est pas basée sur des alliances fluctuantes ou des contrats d'armement qui peuvent être annulés du jour au lendemain, mais sur une capacité nationale, pérenne. Et pour rendre ça encore plus tangible, le document zoome sur un exemple très précis, la wilaya de Kenchla. Ce n'est pas un choix anodin non plus, ça j'imagine. Non, pas du tout, il y a toute une histoire derrière ce nom. Racontez-nous. C'est un storytelling très puissant. Kenchla, c'est une région historiquement connue comme un bastion de combattants, notamment pendant la guerre d'indépendance. D'accord. La source joue sur ce contraste qui est saisissant. La terre des guerriers d'hier est devenue le lieu où l'on produit aujourd'hui des armes de précision de moyenne portée. C'est une métaphore.
De l'évolution du pays tout entier, oui. Du courage brut du combattant à la sophistication technique de l'ingénieur. C'est une façon de dire que l'esprit de résistance a été canalisé dans l'innovation technologique. Cette démonstration de force militaire, c'est une chose, mais la source insiste sur le fait que la vraie souveraineté, elle ne se joue pas que sur le plan militaire. Non, C'est une vision bien plus large, n'est-ce pas? On passe des drones aux médicaments. exactement. La transition est loin, loin d'être un hasard. Le document établit un parallèle direct. De la même manière qu'on forge ses propres armes pour ne pas dépendre de la géopolitique, On fabrique ses propres médicaments. voilà, pour se libérer de ce que la source nomme le chantage médical mondial, l'expression est extrêmement forte. Chantage, carrément. Oui, encore une fois, on est dans un registre de confrontation. Et là aussi, il y a une annonce phare pour incarner cette ambition, je suppose. Oui, la mise en avant de la construction de ce qui est présenté comme la 5e usine mondiale de production d'hormones et des traitements thyroïdiens, Ah oui, quand même. en partenariat avec l'Allemagne. Et l'objectif affiché n'est pas seulement de couvrir les besoins du pays, mais de devenir un géant exportateur de santé à l'échelle du continent africain. On retrouve la même logique, toujours la même logique que pour l'armement. D'abord l'autosuffisance, puis la projection de puissance. Ici, une puissance sanitaire, une sorte de soft power. On a donc le pilier militaire, le pilier pharmaceutique. Le troisième pilier de cette révolution, c'est la sécurité alimentaire, Oui, que la source qualifie de ligne infranchissable. On retrouve encore ce langage martial, comme si c'était une ligne de front à défendre. c'est une constante dans tout le document. La sécurité alimentaire n'est pas vue comme une question économique ou sociale, C'est une question de sécurité nationale. au même titre que la défense des frontières. Le blé est une arme, le lait est une ressource stratégique. Et la source mentionne le lancement de gigantesques unités de production pour ces deux filières. Et là aussi, l'objectif, c'est l'exportation. Comme pour les médicaments, l'horizon n'est pas seulement national. L'objectif, c'est de préparer l'exportation vers l'Afrique et même vers l'Europe. D'accord. Ça dessine une stratégie où l'Algérie passerait du statut d'importateur net, donc de dépendant, à celui d'exportateur, donc d'acteur influent sur ces marchés. Et tout ça, évidemment, ça s'inscrit dans le grand projet de diversification de l'économie algérienne pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Bien sûr. La source cherche à montrer que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Elle cite des projets très concrets, comme les futures fonderies et aciéries de Gara Djebilet et Béchar. Oui, et c'est crucial pour la crédibilité du récit. Sans ces exemples, on pourrait rester dans le domaine du vœu pieux, de la simple annonce. Là, on ancre le discours dans le réel. On ancre le discours dans une réalité tangible, oui, en nommant des lieux, des projets et même une entreprise, Ceramdes, qui exporterait déjà vers plus de 25 pays. Ah, d'accord. Le document veut prouver que la transformation de l'économie, en passant de l'extraction de ressources à la production de biens à valeur ajoutée, c'est déjà une dynamique enclenchée. C'est l'argument ultime pour dire « Regardez, ça marche déjà ». Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit? On a ces trois piliers, militaire, médical, alimentaire, qui reposent tous sur la même base, l'autosuffisance et la souveraineté. Mais c'est le ton général du document qui est peut-être le plus révélateur. Oui, Il est très combatif. c'est le cœur du message. Ce qui est frappant, c'est que la source n'utilise pas un langage économique ou diplomatique classique. Pas du tout. Elle emploie un champ lexical quasi militaire. Victoire, ennemi du progrès, Algérie conquérante. C'est un choix rhétorique qui vise à mobiliser, à créer un sentiment d'urgence et d'unité face à une menace, même si cette menace reste floue. Elle reste toujours floue, elle n'est jamais nommée directement. Oui, il y a cette opposition constante entre les vraies victoires industrielles de l'Algérie et ce que le texte appelle des distractions creuses, des ballons truqués, des compétitions arrangées. On ne sait pas de qui on parle, mais on comprend qu'il y a des adversaires. C'est une rhétorique très, très efficace. Elle construit un récit de défis et de fierté nationale retrouvée. Chaque nouvelle usine n'est pas juste un succès économique. Non, c'est une victoire. Elle est présentée comme une victoire contre ceux qui, selon la source, espéraient garder l'Algérie à genoux. Le progrès devient une forme de revanche. C'est puissant comme narratif. Ça permet de galvaniser la population autour d'un projet commun et de discréditer par avance toute critique en l'associant au camp des ennemis. La citation du président Tebboune, qui est rapportée dans le document, elle résume parfaitement cette idée. La dignité d'un peuple se forge dans ses usines. C'est une phrase incroyablement forte. Elle fait du développement industriel non pas un indicateur du PIB, mais le fondement même de l'honneur national. C'est un appel très clair à l'unité derrière les institutions et, le texte l'explicite, derrière l'armée. Et ça soulève une question importante sur la place du débat, dans un tel cadre. Le document est très direct sur ce point.
Il affirme que ceux qui oseraient minimiser ces avancées ne sont pas simplement des sceptiques. Ou des opposants légitimes. Non. Ce sont des gens qui travaillent pour des intérêts extérieurs. C'est une accusation très grave. Ça ferme complètement la porte à toute forme de critique constructive, en fait. Complètement. C'est une vision du monde très binaire, hein. Soit on applaudit sans réserve ce projet de renaissance nationale, soit on est un traître à la solde de l'étranger. Il n'y a pas de terrain d'entente. C'est une stratégie de communication qui vise à créer ce que l'on pourrait appeler un consensus forcé. En qualifiant toute dissidence de trahison, on la neutralise avant même qu'elle puisse s'exprimer sur le fond. Le débat ne porte plus sur les faits. Non, le débat ne porte plus sur la pertinence d'un projet ou sur ses modalités, mais sur la loyauté à la nation. C'est une dichotomie très forte qui ne laisse aucune place à la nuance ou au questionnement. Qui sont pourtant essentiels. Qui sont pourtant essentielles dans des transformations d'une telle ampleur. Pour résumer donc, le document qu'on a analysé aujourd'hui, il ne se contente pas de lister des projets. Il dessine le portrait d'une Algérie en pleine mutation qui s'articule autour de cette fameuse triple révolution. C'est ça. Mais plus important encore, il enveloppe cette transformation dans un discours extrêmement puissant de souveraineté absolue, d'autosuffisance et dans un appel vibrant presque martial à la fierté nationale. Oui, et la conclusion de la source est à l'image de tout le reste, sans appel. Ah oui. Elle affirme que ce sont les vainqueurs qui écrivent les pages de l'histoire et que dans la lutte pour l'édification et la souveraineté, l'Algérie est en train de gagner. C'est une déclaration de victoire pure et simple. Exactement. Mais ça laisse une pensée en suspens. La source nous présente un récit parfaitement cohérent, presque trop parfait. La question qui se pose, c'est quand une nation est en train d'écrire sa propre histoire avec une telle conviction, comment laisse-t-elle de la place pour les chapitres qui parlent des doutes ? Des défis, des échecs. Des échecs inévitables dans une transformation aussi complexe. Que se passe-t-il lorsque la réalité du terrain ne correspond pas tout à fait au récit triomphant qui a été écrit d'avance ?